Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune du 16 mai 2026. Une nouvelle lune assez incroyable, une dinguerie comme on dit aujourd'hui. C'est assez frappant. Vous voyez, les nouvelles lunes, c'est souvent des graines semées, une intention qu'on formule pour une promesse à tenir hein, pour le mois qui vient. Mais là, celle-là, elle est quand même très singulière. Elle se passe à 25 degrés 58 minutes du Taureau, à quelques degrés hein, du premier degré des Gémeaux où Uranus vient précisément d'entrer. Et elle coïncide avec un alignement assez rare, je crois à peu près une fois par siècle, c'est-à-dire qu'il y a Uranus, Sedna et l'amas des Pléiades qui se situent à 0 et 1 degré des Gémeaux. Et en plus, ça se passe le même jour que la conjonction Mars-Chiron à 28 degrés du Bélier et l'étoile fixe Algol se trouve exactement sur le degré de cette nouvelle lune. Donc on voit bien que c'est un moment charnière, un moment important, un seuil qui va être franchi. Il y a quelque chose de très fort se passe à cet endroit. Et puis quand on regarde la carte, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien on voit que 5 planètes personnelles, c'est-à-dire Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, se retrouvent toutes regroupées dans un arc très serré du zodiaque entre la fin du Bélier et le tout début des signes des Gémeaux. Donc qu'une planète lente entre dans un signe nouveau, évidemment, cela arrive, hein, et puis en ce moment, ça arrive assez fréquemment, je vous dirais. Mais qu'elle le fasse accompagnée de l'intégralité du cortège planétaire personnel, ça, c'est vraiment beaucoup plus rare. Et ce regroupement, c'est un peu, comment dire, les forces les plus immédiates de l'existence, hein, la volonté, le soleil, l'instinct, la lune, la pensée, Mercure, l'attraction, Vénus, l'action, Mars, tout ça se mobilise tout au même endroit, au même moment, autour d'un même enjeu. En fait, c'est comme si tout notre être était requis en totalité. Et donc, comme je vous le disais, il y a une conjonction avec Uranus, c'est-à-dire que la nouvelle lune, elle se passe à 25 degrés 58 du Taureau. Uranus, lui, se trouve à 0,1 degré des Gémeaux. Et c'est ce qu'on appelle une conjonction dissonante. Et l'image, c'est celle d'une porte entr'ouverte. Il y a comme s'il y avait un pied d'un côté et l'autre est déjà de l'autre côté. Vous voyez, ça indique encore plus un passage. Donc le Soleil et la Lune sont encore en taureau, adossés au passé récent, à la Terre, à ce qui s'est construit. Uranus les tire vers les Gémeaux, vers ce qui vient, vers la vitesse, la communication, le saut. Il faut rappeler qu'Uranus n'avait pas séjourné dans ses premiers degrés des Gémeaux depuis 84 ans, ce qui est son cycle complet autour du zodiaque. Donc, une génération entière s'est écoulée sans que cette fréquence soit présente dans le ciel. Et donc déjà, ce retour consiste en soi un événement. Et Et puis, on a aussi Mars en fin du Bélier, Vénus qui est déjà en Gémeaux. Et donc, il y a comme il y a un sextile à cet endroit-là. Et le Soleil et la Lune et Mercure sont au milieu et forment donc deux demi-sextiles vers chacune de ces planètes. C'est un peu comme un mi-point. Et ces aspects me semblent dire quelque chose d'important. Cette conjonction au mi-point de Mars et Vénus, c'est comme trois forces du printemps. Mars dans son signe du Bélier, Vénus dans le signe des Gémeaux, et le couple Soleil-Lune-Mercure en Taureau, tout ça forme un dialogue harmonieux. Et en fait, la jonction, elle se fait entre le jaillissement de l'action, la beauté de la communication et la puissance d'ancrage de la Terre. On peut voir aussi qu'il y a ce qu'on appelle une réception mutuelle, autrement dit, Mercure, le maître des Gémeaux, se trouve en Taureau, avec le Soleil et la Lune. Et Vénus, elle est le maître du Taureau et se trouve en Gémeaux.
vous voyez, fonctionnent c'est ce qu'on appelle une réception mutuelle. Donc ces deux énergies fonctionnent main dans la main. Il y a comme un transfert de flambeau entre les deux signes printaniers. Vénus montre la voie vers les Gémeaux avant même que le Soleil n'y entre aussi, hein. Donc on voit bien que tout ça, ce sont des énergies de printemps, de jaillissement qui sont très marquées. Et puis, je voulais vous parler d'Algol. J'ai pas trop l'habitude de parler des étoiles fixes, c'est pas forcément mon domaine de prédilection, mais là, vraiment, c'était tellement marquant. Elle se trouve exactement au même degré que la nouvelle lune, donc voilà, j'ai pas résisté. Donc, Algol, c'est qui, c'est quoi? Algol, on la nomme comme ça, ou alors on la nomme aussi Caput Algol. C'est une étoile assez particulière qui est une luminosité qui est variable, hein. La lumière apparaît, s'éteint, revient. En fait, cette luminosité, elle change environ toutes les 2 ou 3 jours. C'est d'ailleurs l'une des premières étoiles variables identifiées dans l'histoire de l'astronomie. Et son nom, en fait, évoque la tête de la méduse. Vous savez, ce regard qui pétrifie, cette puissance qui décapite au sens littéral dans les récits anciens, mais aussi au sens figuré, finalement, dans notre vie psychique ou sociale. Et donc, cette étoile, elle signale une zone où les forces inconscientes, collectives, personnelles aussi, peuvent se déchaîner de façon incontrôlée si elles ne sont pas regardées en face. En fait, perdre la tête, c'est vraiment l'expression qui dit tout, c'est-à-dire perdre son discernement, réagir depuis la peur ou la colère plutôt que depuis le centre. En fait, il s'agit de prendre des décisions qui ne soient pas sous l'emprise d'une émotion qui dépasse la raison. Et sur le plan mondial, Algol, en conjonction avec une nouvelle lune, eh ben, je dirais que ça peut coïncider avec des chutes brutales des personnes, peut-être des institutions ou des récits dominants, en tout cas on peut l'espérer, hein, pour certains récits. Mais des dirigeants peuvent perdre leur position, des vérités longtemps contenues peuvent éclater de façon incontrôlée. Et surtout, là, on va le voir un peu plus tard avec Pluton stationnaire rétrograde. Mais là, l'avertissement, elle vaut aussi à l'échelle individuelle. Moi, j'aime bien ramener aussi à l'individu parce que finalement, les journées autour du 16 mai vont demander quand même une sorte de sobriété dans les prises de décision, une attention à ce qui pourrait se dire ou s'agir depuis une zone de l'ombre qui n'aurait pas été totalement intégrée. Donc voilà, il vaut mieux être attentif à ce moment-là. Mais comme je vous le disais, il y a Pluton. Cette nouvelle lune, elle forme un trigone avec Pluton à 5 degrés du Verseau. Un trigone à Pluton, c'est de belles, comment dire, ce sont des facilités, le trigone. Mais là, avec Pluton, c'est pas forcément une facilité confortable. Pluton, il ne fait rien à moitié. Et même ses aspects harmoniques viennent toucher les couches les plus profondes. Le trigone, il offre une voie ouverte. En fait, l'énergie plutonienne de transformation, elle est disponible dans un trigone, elle est accessible et elle répond à une intention consciente. Et quand Algol et Pluton fonctionnent ici en binôme, on a envie de dire que l'un montre l'ombre, l'autre offre les moyens de la transmuer. Finalement, l'invitation est claire. Regardez ce qui en nous cherche à s'imposer par la force, par la possession, par la peur de perdre, le reconnaître et ne pas se laisser gouverner par ça. Finalement, il s'agit de laisser Pluton en Verseau faire son travail d'alchimiste, de transformation. C'est quand même le grand transformateur, Pluton. Et donc pouvoir transformer le plomb de la réactivité en or de la conscience. C'est précisément le travail que le trigone rend possible. Donc il ne s'agit pas d'éviter l'ombre, mais de la traverser avec la clarté d'un regard qui ne se détourne pas. Parce que ce Pluton, il est rétrograde depuis le 6 mai et donc une dizaine de jours avant la nouvelle lune. Et donc ça veut dire qu'il stationne, ça veut dire qu'il reste longtemps sur le même degré. Et c'est toujours un moment très dense parce qu'une planète en station, c'est une planète qui immobilise toute son énergie sur un degré précis, comme une loupe qui concentre la lumière au maximum à cet endroit-là. Et donc là, il stationne à 5 degrés, 5 degrés 30 du Verseau, et il reprendra sa marche directe le 16 octobre à 3 degrés du même signe. Donc pendant 5 mois,
il va rétrograder les degrés, il va parcourir en rétrograde les degrés de 3 à 5 du Verseau. Donc c'est une zone assez étroite et c'est si vous avez des planètes à cet endroit-là ou dans des signes fixes, hein, c'est-à-dire le Scorpion, le Lion et le Taureau, vous allez être d'une manière ou d'une autre amené à transformer quelque chose en lien avec la fonction planétaire en question. En tout cas, la rétrogradation de Pluton oriente l'énergie vers l'intérieur. Ça n'est plus la transformation imposée de l'extérieur, c'est vraiment l'examen de conscience. C'est la plongée dans ce qui n'a pas encore été entièrement compris ni intégré. Finalement, les questions plutoniennes fondamentales reviennent à la surface. Où se trouve le pouvoir dans ma vie? À quoi est-ce que je me suis soumise? Quelque chose qui ne me représente pas? Qu'est-ce que je refoule pour appartenir à un groupe, le Verseau, pour paraître convenable, pour éviter le conflit? Qu'est-ce qui, au plus intime, est prêt à mourir pour que quelque chose d'autre puisse naître? C'est toujours la promesse d'une renaissance avec Pluton. Et donc, en Verseau, Pluton agit plutôt sur les dynamiques collectives, les groupes, les réseaux, les identités sociales, les structures technologiques, médiatiques aussi. Et sa rétrogradation, elle intensifie les révélations, les secrets financiers, les vérités occultées dans les coulisses du pouvoir, vous voyez ce genre de choses, des dossiers qu'on croyait clos qui tout d'un coup ressurgissent. Pluton, il a toujours un rapport au cachet. En Verseau, il exhume ce qui se passait en dessous des systèmes. Vous voyez les phases d'ombre peut-être de la technologie ou des structures de contrôle dont on ne nous a pas encore parlé, tout ça sous des discours de liberté, donc tout ça remonte. Et donc ça peut marquer pour certains d'entre nous, donc comme je vous le disais sur les signes fixes, une période de transformation profonde et durable. En fait, c'est vraiment une mue sur 18 mois, 2 ans à peu près, il y a quelque chose qui change de nature. Et le jour même de cette nouvelle lune, quand je vous dis que cette nouvelle lune est une nouvelle lune événementielle, Mars et Chiron se rejoignent, en tout cas au niveau astrologique, l'événement en tout cas. Mars et Chiron se rejoignent en conjonction exacte à 28 degrés du Bélier. Et Mars en Bélier, il est dans son domicile. Hein, il a sa puissance là, il est rapide, il est direct. Et Chiron, ça fait quand même pas mal d'années qu'il traverse ce signe, qui est le signe de l'initiative, de l'incarnation, de l'identité première. Et il nous a invités, il nous a fait faire ce travail, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, de revisiter notre manière d'exister, d'affirmer notre présence, d'oser agir depuis un espace plus juste intérieurement. En fait, Chiron vient révéler ce qui, dans l'élan du moi, demande davantage de vérité, d'alignement et de conscience. Et donc, la conjonction de Mars et Chiron à 28 degrés du Bélier, donc à la toute fin du signe, sur le seuil de transition entre le Bélier et le Taureau, hein, ça porte une tonalité particulière. En fait, il y a un moment de maturité intérieure, comme si l'élan parfois un peu brut du Bélier était invité une dernière fois à se réaligner avant de franchir un nouveau seuil de conscience. Mars, il veut aller vite, c'est sa nature. Chiron, en conjonction, lui demande de ralentir, juste assez pour que la sagesse accumulée puisse s'intégrer dans le geste, dans le mouvement, dans l'action. Ici, il ne s'agit plus d'un Mars qui n'agit que par impulsion. Sous le regard de Chiron, il peut devenir action consciente, affirmation de soi, qui ne cherche plus à prouver, mais simplement à exprimer ce qui est profondément vivant. Et puis je vais vous parler évidemment de cette triple conjonction, je dois dire un peu galactique, puisque finalement Uranus est un des ambassadeurs de notre galaxie, et puis nous avons Sedna, un autre ambassadeur hein, qui est encore plus loin, et puis les Pléiades. Et en mai, les trois sont alignés, Uranus, Sedna et l'amas des Pléiades. Et donc, si on met ces trois présences en perspective, Uranus, donc, on l'a vu, il met 84 ans pour parcourir le zodiaque. Il n'était pas passé dans ses premiers degrés des Gémeaux depuis plusieurs générations.
Et donc il apporte l'éveil soudain, la rupture libératrice, le saut quantique dans la conscience. Et comment dire, dans la tradition, l'octave supérieure de Uranus est l'octave supérieure de Mercure. Et donc là où Mercure va trier, classer, communiquer, Uranus, lui, il illumine d'un éclair. Vous voyez, Sedna, elle met 11 400 ans pour parcourir les 12 signes. Donc elle a été découverte, je crois, le 14 novembre 2003. Donc c'est une planète très lointaine qui tourne autour de nous tout aux confins du système solaire et dans ce qui semble être vraiment les profondeurs glacées de l'espace. En fait, elle représente d'ailleurs pour nous astrologues une conscience ancestrale figée, en fait des récits perdus, une sagesse qui a été mise en dormance, et ça individuellement et aussi collectivement. En fait, sa mythologie vient des Inuits et elle la montre comme la mère des profondeurs marines, qui règne sur ce qui est enfoui, sur ce qui a été rejeté, ce qui, depuis les abysses, attend d'être reconnu. Et donc, la conjonction exacte Uranus-Sedna, qui va d'ailleurs se produire le 24 mai 2026 à 1 degré des Gémeaux, c'est particulièrement puissant, parce que vous voyez qu'elle est déjà active autour de la nouvelle lune. Et puis, on a les Pléiades, l'amas des 7 sœurs, qui est à 0 degré des Gémeaux. Et elles sont présentes dans toutes les traditions humaines depuis l'aube des civilisations. Les Grecs leur donnaient les noms des 7 filles d'Atlas. En fait, elles sont associées dans la tradition contemporaine aux hautes fréquences féminines, à la compassion éveillée, à l'intelligence du cœur. Et c'est assez intriguant parce que Uranus, vous voyez, il vient fracturer les structures pour libérer la lumière emprisonnée. Senna, elle dégèle la mémoire profonde, les récits que l'histoire a étouffés ou perdus. Et les Pléiades, baignent le tout d'une qualité d'amour élargie qui permet d'intégrer sans être pour autant détruit. Et donc, on peut imaginer que cette triple conjonction dessine quelque chose comme un réveil de ce qui était endormi dans les cellules de la mémoire individuelle et collective. Et je trouve cela très beau, vraiment très beau. Donc astrologiquement, ce qui se passe dans les premiers degrés des Gémeaux implique directement les natifs ayant des planètes ou des angles à 0 ou 2 degrés des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui reçoivent un trigone du coup, et puis aussi les signes de feu qui vont recevoir un sextile, donc c'est Bélier, Lion, Sagittaire, et puis les signes de, de la Vierge et des Poissons aussi par carré. Et bref, beaucoup de signes en fait. On voit bien que c'est une transformation forte en fonction des secteurs qui sont concernés dans nos thèmes. On voit bien quand même que cette nouvelle lune, vous voyez, on est tous concernés et c'est un passage majeur. Parce que ce passage, il a lieu entre le taureau et les gémeaux. Le taureau, c'est le signe de la valeur incarnée, c'est ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on possède, c'est ce à quoi on s'attache. C'est la terre sous les pieds, la sécurité construite patiemment, la permanence qu'on cherche à préserver. Et dans ses expressions les plus hautes, il est le goût de la beauté, la connaissance du prix des choses simples, la capacité à savourer l'instant présent avec tous ses sens, toute sa présence. Et dans ses expressions les plus ombres, on va dire, il peut devenir évidemment l'autre côté, c'est-à-dire l'attachement, la possession, euh, ce besoin de sécurité matérielle excessif. On a besoin de sécurité matérielle, mais là c'est trop fort en fait, parce qu'il y a un refus de lâcher ce qui n'a plus de raison d'être gardé. Alors, on sait, Uranus a traversé le taureau depuis 2018, et donc ça a déréglé progressivement des certitudes économiques, boursières, alimentaires, corporelles. En fait, il a mis sa foudre, sa lumière sur ce à quoi nous tenons en termes de valeur, et ce qu'on peut garder et ce qui doit partir. Et maintenant, il entre en Gémeaux. Donc en fait, il emmène avec lui les 5 planètes personnelles qu'on a vues tout à l'heure, qui s'y engagent les unes après les autres pendant ce printemps. Et le Gémeaux, c'est quoi? C'est le signe du lien, de la communication, de l'échange.
Il est ce qui circule entre les êtres, les mots, les idées, les connexions. Il est aussi le signe du souffle, des poumons, de la mobilité entre deux pôles. Et là où le taureau possède, le Gémeaux met en relation. Là où le taureau fixe, le Gémeaux, lui, va transmettre. Et donc cette nouvelle lune du 16 mai, elle se situe exactement à l'interface de ces deux mondes. Le Soleil et la Lune sont en taureau, Uranus, lui, est en Gémeaux. Et donc c'est pas vraiment la bascule, le Soleil va entrer en Gémeaux que le 21 mai, mais c'est le moment où on voit bien que les énergies seront plus les mêmes. Il y a quelque chose qui commence à passer de la fixité taureau vers la circulation Gémeaux. Et toutes les valeurs qui s'étaient accumulées dans la possession, eh bien, elles cherchent à se mettre en mouvement, à devenir échange, à trouver leur sens dans la relation plutôt que dans la rétention. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le taureau, c'est vraiment l'attachement aux richesses matérielles, les logiques de possession, de contrôle économique, les guerres de ressources aussi. On le voit bien malheureusement en ce moment. Et Uranus, il vient précisément bousculer tout ça en Gémeaux. Et donc, on voit bien hein, que ce passage se traduit par des conflits armés, des guerres économiques, des jeux de pouvoir, et tout ça exprime la résistance des structures du taureau à la transformation qu'Uranus propose. Et grâce à ou à cause de, chacun sa vision, Algol est là, sur la lunaison, il avertit finalement, cette étoile, elle avertit une possible accentuation de ces tensions autour du 16 mai. Donc voilà, soyons attentifs, ne nous embarquons pas dans des grandes actions colériques autour du 16 mai, parce que là, l'égrégore risque d'être un peu fort. Peut-être qu'on peut justement en profiter pour se poser, écouter ce qui se transforme à l'intérieur de nous. Et parce que ce ciel, il nous montre aussi une voie de sortie, parce que Uranus, il appelle à une plus grande communication. Il nous amène, enfin il nous propose, si nous le souhaitons, à créer des ponts par-delà les frontières, créer des groupes par-delà les groupes, les nations, les doctrines, les croyances enfermantes. Et la réponse n'est pas du tout d'entrer en conflit avec les gens qui sont attachés à des choses obsolètes. C'est vraiment de passer en Gémeaux, de mettre en circulation, d'échanger entre ceux qui partagent une même orientation vers quelque chose de plus vaste que l'intérêt personnel. On est vraiment invité là à passer en une énergie d'échange, de transmission, de communication. Et donc, voilà, je vous invite à aller voir dans votre thème. J'ai fait une vidéo pour vous aider à vous repérer, pour savoir quelle maison cela concerne. Vous le trouverez dans la descriptive de ce podcast. Et comme ça, vous verrez où le secteur de vie à 25-26 degrés du taureau, où ce passage se joue de façon concrète et personnelle. Parce que c'est là que la graine de la lunaison est semée. C'est là que la question de la valeur en mouvement se pose. Hein, cette maison est importante. Et puis une autre maison ou peut-être la même d'ailleurs, hein, ça dépend de chaque thème, dans laquelle tombe 0 ou 1 degré des Gémeaux. Ça indique donc l'entrée d'Uranus et la triple conjonction avec Sedna et les Pléiades, et qui vont donc être marquantes pendant les 2 ou 3 prochaines années. Donc c'est pas mal d'aller voir quel secteur va être un petit peu bousculé dans nos vies, quelle révélation on va avoir, comment on va pouvoir travailler tout ça et s'ouvrir, en tout cas, oui, s'ouvrir à plus de communication. Et puis, bien sûr, en fait, ce qui est important, hein, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même un paradoxe dans cette nouvelle lune. Il y a beaucoup d'énergie aérienne et elle est quand même une nouvelle lune de terre. Et donc, ça me semble être précisément la voie d'intégration, c'est-à-dire vraiment ne pas oublier de passer par le corps, par la terre, par ce qui est simple, par ce qui est concret, marcher, respirer, ralentir, se nourrir avec conscience, habiter son corps plutôt que de flotter dans les idées, les informations. Le taureau, c'est vraiment être dans la présence. euh, et c'est cette présence qui va permettre de recevoir les révélations uraniennes et de passer dans un monde de plus d'échanges, plus de communication, sans être emporté, dévasté, submergé par ces communications-là en question, en fait.
Donc voilà, j'en arrive à la conclusion. Mars Chiron vient nous avertir qu'on ne peut pas traverser certains passages sans ralentir. Algol nous invite à voir que l'intensité sera puissante. Et puis, on peut voir qu'il y a de très belles opportunités qui sont là. Il y a il y a quelque chose de très ancien qui est en train de se dégeler. Il y a des récits perdus qui cherchent à remonter à la conscience. Il y a une sagesse que l'histoire avait réduite au silence, qu'elle soit féminine, galactique, ou incarnée dans les traditions orales ou les lignées oubliées, qui vont demander à reprendre leur place. Et Uranus en Gémeaux nous demande d'en parler, de communiquer ce que nous percevons, de mettre des mots sur ce que nous traversons, de créer des liens entre ceux qui cherchent ensemble à habiter ce printemps autrement, avec plus de conscience. Et donc, voilà, allons-y, plantons une graine de façon à être en relation avec, euh, en sachant que peut-être ça prendra du temps, mais c'est un beau moment, un moment de passage, un moment important où il faut choisir les semences qu'on dépose et donc ça vaut le coup de prendre le temps de les choisir avec soin et de voir qu'est-ce qu'on veut planter dans ce nouveau monde, une nouvelle communication, une autre façon de faire, une nouvelle manière d'exister ensemble, et bien voilà, qui commence à prendre forme. Et finalement, la vraie question, c'est peut-être pas de savoir ce qui va changer autour de nous, parce que beaucoup de choses vont changer. Mais la vraie question, c'est de savoir quelle part de nous est aujourd'hui prête à répondre à l'appel d'un monde qui cherche à travers nous une nouvelle manière d'exister. Et moi, je pense qu'on peut vraiment avancer avec confiance, car même lorsque les repères changent, la vie porte toujours en elle une intelligence plus vaste, capable de nous guider vers davantage de sens, de liens et de lumière. Alors voilà, je vous souhaite un magnifique passage, une belle transformation et ancrons-nous à la terre pour voguer sur cette nouvelle vague magnifique de communication, d'échange, de partage qui sont si importantes. Je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast. Et oui, non, je vous rappelle aussi si vous pouvez liker, partager, commenter ce podcast, évidemment, c'est très important pour l'algorithme et puis aussi pour que cette chaîne puisse continuer à exister. Merci beaucoup, à tout bientôt.